Elle incarne aujourd'hui l'espoir et le rêve. Et pourtant, tout est réuni pour briser ce rêve. En troisième année médecine, je me lève un beau matin, je vais faire mon test de dépistage et là je découvre que j'ai un VIH. On lance le bilan, on me dit que je suis au stade SIDA et du coup j'abandonne les études. Aujourd'hui, je dirais 5 ans plus tard, me voici et je suis en thèse de médecine. Pendant 5 ans, Marcel Assoa a trouvé soutien psychologique auprès du mouvement estudiantin pour la sensibilisation sur le sida. On se soutient de façon mutuelle, on se donne des conseils et il y a même 2 d'entre nous qui se sont mariés tout dernièrement. Donc du coup, ça vous dit on peut vivre avec ça et puis il n'y a rien quoi. La majorité de ces personnes vivant avec le VIH sont des étudiants. Aujourd'hui, on sait que nos jeunes sont énormément touchés, particulièrement nos jeunes filles. Selon les chiffres de l'ONU-SIDA de 2014, la Côte d'Ivoire est en Afrique de l'Ouest le pays le plus touché par la pandémie du VIH et SIDA avec une séroprévalence de 2,7%. Mais déjà en 2002, une étude réalisée par le centre médical du Centre régional des œuvres universitaires de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan révélait que 31% des étudiants sont séropositifs et 86% ont contracté une infection sexuellement transmissible. Ce taux a sensiblement baissé aujourd'hui grâce aux actions de l'ONG MESSI, Mouvement estudiantin pour la sensibilisation sur le sida. Ces actions ont été couronnées par l'obtention de l'award de la meilleure ONG de lutte contre le VIH-Sida dans la catégorie jeune en 2013. Elle célèbre aujourd'hui à Abidjan ses 14 années d'existence et d'action. Au fond de la jungle thaïlandaise, un village à l'avant-garde de la révolution énergétique. Padang n'est pas relié au réseau national d'électricité. Alors, depuis quelques années, les villageois ont pris les choses en main. Aujourd'hui, ils s'éclairent grâce à des panneaux solaires et à des réservoirs de biogaz alimentés à la bouse de vache. Au départ, les gens qui n'avaient pas rejoint le réseau ou qui n'avaient pas vu comment on faisait disaient qu'on était fou d'utiliser de la bouse de vache pour faire du gaz. Mais ensuite, ils ont été jaloux de notre succès. Posés dans de grands réservoirs, le fumier et les déchets se décomposent et créent du méthane, qui alimente notamment les petits poêles de cuisine des maisons. Ils sont une centaine à en profiter dans le village. Nous cultivons nos légumes pour les manger. Nous avons notre propre électricité et nous dépendons de personne. Nous prenons en charge notre bien-être et nous faisons les choses nous-mêmes. Je suis très fier de cela. Le contraste est saisissant avec le reste de la Thaïlande, et notamment Bangkok, où certains immenses centres commerciaux consomment plus d'énergie que des provinces entières. L'écrasante majorité de l'électricité est issue du pétrole, du charbon ou du gaz, malgré d'abondantes ressources renouvelables dans le pays. Mais le gouvernement a prévu de doubler la part de l'énergie verte pour atteindre 25% d'ici 5 ans. Le monde est prêt pour que l'homme produise immédiatement des énergies renouvelables, grâce au vent, au soleil, à la biomasse, au biogaz. Si les Thaïlandais hésitent encore à le faire, il suffit qu'ils regardent l'exemple de Padang. Les énergies vertes pourraient être un véritable secteur d'avenir dans le pays. La Thaïlande est le 2e plus gros consommateur d'électricité d'Asie du Sud-Est. Le soleil se lève sur le plateau himalayen. Pour ces nomades tibétains, ce n'est pas un jour comme les autres. Ils préparent leurs chevaux pour les courses de la traditionnelle fête équestre de Yushu. Avec une récompense de 15 000 $ à la clé, l'événement attire les cavaliers de toute la province chinoise du Qinghai. Il y a de moins en moins de chevaux dans le coin. Mais par contre, de plus en plus de gens participent aux courses. C'est en partie parce qu'il y a plus d'argent en jeu maintenant. Donc, les gens élèvent des chevaux spécialement pour ça.
Très répandues dans toute la région par le passé, ces courses sont aujourd'hui moins nombreuses. Un déclin dû à la modernisation de la province d'une part, mais aussi à la politique de sédentarisation parfois forcée des nomades par l'État chinois. Cette fête est toutefois sponsorisée par le gouvernement, ce que certains voient comme un semblant de soutien à la culture tibétaine. Dans le temps, c'était génial. Mais bon, c'est encore bien d'avoir ce genre de fête aujourd'hui. Pour ceux qui vivent encore dans les montagnes, les chevaux ne sont plus qu'un outil pour s'occuper des bêtes. Jargarinkin et sa famille possèdent 200 yaks qui leur fournissent le lait, le fromage et le beurre au cœur de leur alimentation. Mais à 31 ans, il ne participe plus aux courses, trop risquées à son goût. Je suis plus très bon à cheval maintenant. J'en fais encore de temps en temps, mais j'ai peur de faire des courses. La communauté tibétaine est divisée sur l'implication du gouvernement dans les traditions du peuple himalayen. Si certains se méfient, d'autres pensent qu'un compromis est le seul moyen de préserver leur culture pour les générations à venir. Ryoma Ogawa est arrivé du Japon il y a 6 mois. Chaque jour, il vient sur le petit terrain de baseball aménagé avec les moyens du bord dans le quartier de Wakam à Dakar. Quelques battes de baseball, des gants de cuir et des balles, mais surtout l'envie de transmettre sa passion. Ici à Wakam, il n'y avait pas un seul jeune qui pratiquait le baseball, il y avait une volonté de jouer, mais avant que j'arrive, les enfants regardaient le baseball comme quelque chose de curieux. Et puis on a commencé à jouer et ça a changé. Depuis, l'équipe s'est renforcée. Les jeunes âgés de 10 à 16 ans sont désormais fidèles au poste pour l'entraînement quotidien. Et ils progressent. Ce que j'espère, c'est qu'ils continuent de jouer même quand je serai parti. Et j'aimerais beaucoup les voir jouer un jour au Japon. Ryoma Ogawa est le 3e volontaire japonais à venir prêter main forte à la Fédération sénégalaise de baseball. Pour les jeunes de l'équipe de Wakam, la découverte a été totale. Non, je ne connaissais pas. C'est lui qui m'a appris tout. Grâce à lui, je connais tout. C'est différent du football. Parce qu'avec le football, il y a certains joueurs qui ne bougent pas. Autres. Mais avec le baseball, c'est tout le monde qui fait ses preuves. Pour la fédération de baseball, qui ne bénéficie d'aucune subvention, l'aide venue du Japon est inespérée. De quoi nourrir de gros espoirs sur l'avenir de l'équipe. Au Sénégal, les gens sont tellement talentueux. C'est pas seulement au foot que les Sénégalais sont talentueux ou à la lutte. Le Sénégal a montré qu'on pouvait être champion du monde du judo, de karaté, de taekwondo. Et moi, je sais qu'on peut être pas champion du monde, mais on peut avoir une bonne équipe sénégalaise si on a les moyens qu'il faut pour pouvoir développer ce sport et le baseball. Un rêve sans doute un peu prématuré. S'il existe bien une équipe nationale de baseball au Sénégal, elle ne participe à aucune compétition, pour l'instant. Ces fillettes sont peut-être l'un des derniers espoirs de la gymnastique roumaine. Autrefois réputée, la discipline n'est plus que l'ombre d'elle-même dans le pays. Si la Roumanie n'a pas quitté les podiums olympiques depuis 1976, cette année, son équipe dames n'a même pas réussi à se qualifier pour les JO de Rio. En cause, les nombreuses blessures des gymnastes, mais aussi une pénurie d'entraîneurs, qui préfèrent chercher de meilleures conditions de travail à l'étranger. J'ai essayé de faire venir une partie d'entre eux vers les équipes nationales, mais d'un point de vue financier, ce n'était pas assez intéressant et ils n'ont pas pu rester. Même s'ils ne veulent pas d'énormes salaires, ce sont des jeunes qui sont sur le point de fonder leur famille. Et ils doivent acheter une maison, avoir de quoi subvenir aux besoins d'un enfant. En Roumanie, un entraîneur débutant touche environ 220 € par mois. Les équipes nationales disposent de bonnes conditions d'entraînement, mais les clubs souffrent du manque de financement. C'est notamment le cas du Dinamo Bucarest, club renommé qui a donné de nombreuses championnes. Les parents achètent eux-mêmes de la magnésie, poudre utilisée comme antitranspirant. Ce sont toujours eux qui achètent les tenues sportives et qui payent les stages. Pourquoi sommes-nous surpris alors de voir que les enfants ne font plus de la gymnastique ?
La Roumanie ne compte que 300 gymnastes à l'heure actuelle. Roberta Radu fait partie des jeunes espoirs du pays. Elle a réussi à décrocher une bourse créée par une compagnie privée en collaboration avec la Fédération de gymnastique. Malgré ses problèmes de santé, sa mère l'accompagne dans tous les concours. Là où elle m'a le plus impressionnée, c'était au championnat national de junior, à la poutre, quand elle est tombée lors d'un élément très simple pour elle. Ce qui m'a impressionnée, c'est qu'elle a réussi à reprendre et qu'elle a fait un bon exercice jusqu'au bout. Aujourd'hui, ce sont les Jeux Olympiques qui font rêver la jeune fille. Quand je suis dans la salle de gymnastique, je ne pense qu'à l'exercice que je suis en train de faire. Mais quand je rentre à la maison, je pense à d'autres choses. Je me demande ce que ça ferait d'aller à Rio. En attendant, la Fédération roumaine de gymnastique et les entraîneurs ne veulent voir dans l'absence de l'équipe dames à Rio qu'un simple accident de parcours. Ils ont 4 ans pour préparer une nouvelle génération de championnes.